Bonjour à tous. Vous savez, il y a parfois dans nos vies des forces qu'on ne voit pas, comme des contrats silencieux qu'on aurait signés bien avant notre naissance. Eh bien aujourd'hui, on va mettre un coup de projecteur sur l'une de ces forces, ce qu'on appelle les loyautés invisibles. Allez, on commence direct avec une question qui peut un peu piquer. Ça arrive parfois de se sentir coupable. Coupable d'être heureux, tout simplement. Ce sentiment bizarre qui débarque de nulle part alors que tout va bien. Mais d'où est-ce que ça peut bien venir? C'est peut-être justement la clé de quelque chose de beaucoup plus profond. Pour bien comprendre, prenons une petite histoire. Imaginez la scène. On a Regina et Jean, un couple, tranquillement dans leur salon. Et là, Jean lance une idée toute simple, une invitation à la joie, quoi. Et si on partait en week-end, juste tous les deux? Ça a l'air anodin, non? Quoi de plus normal? Sauf que, pour Regina, la réaction, elle n'est pas du tout normale. C'est immédiat, c'est physique. Pouf, une contraction dans la poitrine. C'est pas une pensée, pas un non réfléchi. C'est un non viscéral qui vient des tripes de très loin. Une sorte de veto intérieur hyper puissant, complètement irrationnel. Et voilà, on touche au cœur du problème. La source, elle est là. Regina, en fait, sans même s'en rendre compte, elle est fidèle à une loi non dite, transmise par sa mère, une femme qui a été marquée par la guerre. Et la règle, elle est simple, on est forte, on ne se repose pas. Le devoir passe avant tout, le repos, c'est presque une trahison. Alors on imagine bien, choisir son propre bonheur, ça devient un acte de déloyauté. Alors ces trucs que Regina ressent, ça a un nom. C'est ce qu'on appelle les loyautés invisibles. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce que c'est exactement? On va essayer de comprendre cette force qui peut dicter nos vies sans même qu'on s'en aperçoive. C'est un peu comme une dette qu'on n'a jamais contractée, un pacte secret avec notre passé, nos ancêtres. Mais c'est quoi ce contrat au juste? Comment ça marche ce système de dette et de crédit qui peut aller jusqu'à gouverner nos émotions les plus intimes? Eh bien voilà la définition. Une loyauté invisible, c'est ça, un contrat. Un contrat non dit, complètement inconscient, qu'on a avec sa famille d'origine. Et ce contrat, il va dicter nos comportements, nos choix, et même, oui, notre capacité à être heureux. C'est toutes ces petites règles non écrites, du style « je dois être fort » ou « je n'ai pas le droit d'être plus heureux que mes parents », qui agissent en coulisses avec une puissance franchement redoutable. C'est un certain Ivan Bozormeny-Nagy, un des pionniers de la thérapie familiale, qui a trouvé une image géniale pour expliquer ça. Il dit que chaque famille, c'est comme un grand livre de comptes, avec des dettes et des créances, invisibles. L'idée, c'est que chaque sacrifice fait par un parent, eh bien ça devient une sorte de dette pour l'enfant. Une dette qu'on va passer sa vie à essayer de rembourser. Et souvent, on le fait en se sabotant soi-même. Ok, maintenant qu'on a une idée un peu plus claire de ce que c'est, une loyauté invisible, penchons-nous sur les fardeaux qu'on porte. D'où ils viennent ces fardeaux et surtout comment est-ce qu'ils s'infiltrent comme ça, en silence, dans tous les recoins de notre vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces fardeaux, ce sont des héritages, pas des choix. Ça peut être très personnel, du genre « je ne dois pas réussir mieux que mon frère ». Ça peut être familial, évidemment, ma mère a souffert, donc je n'ai pas le droit d'être heureuse. Et ça peut même être sociétal. L'hypervigilance de Regina, dont on parlait, c'est l'écho de la guerre qu'a vécue sa grand-mère. Et le plus fou, c'est que même notre biologie s'en mêle. Notre cerveau reptilien, notre système nerveux le plus ancien, il préférera toujours l'appartenance au clan, la sécurité du groupe, à notre bonheur individuel. C'est dingue, non ? Et attention, tout ça, ce n'est pas juste de la théorie abstraite. Ces loyautés, elles ont des conséquences bien réelles, au quotidien. C'est un peu comme si on avait un programme d'auto-sabotage qui tournait en permanence en arrière-plan. Concrètement, comment ça se manifeste aujourd'hui? Eh bien, dans un couple, ça donne Regina qui dit non à un week-end en amoureux. Au travail, c'est la personne qui se tue à la tâche, jusqu'au burn-out, pour honorer inconsciemment le sacrifice de ses parents. Et puis dans la parentalité, c'est ce parent qui se sent coupable de rire avec ses enfants, par loyauté à la tristesse de sa propre mère. Ces schémas, une fois qu'on y fait attention, on les voit partout. Alors, la grande question, comment fait-on pour s'en libérer? Eh bien, le tout premier pas, et c'est le plus puissant, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Cet exercice est tout simple, mais hyper révélateur. Le principe, on prend un papier et on écrit la règle non dite, comme « je dois être forte en toutes circonstances ». Ensuite, on écrit ce que ça nous coûte, et enfin, ce qu'on gagnerait à s'en débarrasser. Rien que de faire ça, de le mettre noir sur blanc, ça commence déjà à casser le pouvoir du truc. Attention, le but du jeu, c'est pas du tout de rejeter son passé ou sa famille, pas du tout. L'idée, c'est de s'en libérer pour pouvoir enfin tracer son propre chemin. De passer d'une loyauté qu'on subit à une loyauté qu'on choisit. Et pour ça, il y a un chemin qui se dessine en 3 grandes étapes. 1. Identifier. C'est ce qu'on vient de voir avec l'exercice d'écriture. 2. Recadrer, c'est-à-dire redéfinir son rôle, souvent avec un acte symbolique, par exemple écrire une lettre à ses parents, qu'on n'enverra jamais, ça peut être d'une puissance incroyable. Et 3.
libérer. Là, on fait un petit rituel, quelque chose de physique, pour que le corps comprenne et ancre le changement. Bon, il y a un piège énorme sur ce chemin. Le plus grand obstacle, c'est la peur. La peur de trahir. C'est le verrou émotionnel numéro 1. On se dit, si je m'autorise à être heureux, je trahis ma famille. Mais c'est là qu'il faut absolument retourner la perspective. Le véritable honneur qu'on peut rendre à nos parents, à nos ancêtres, ce n'est pas de revivre leur souffrance. Au contraire, c'est de vivre pleinement la vie qu'ils n'ont peut-être pas eu la chance de vivre. C'est de s'épanouir, pour eux aussi. Et pour finir, une dernière image, une dernière histoire qui résume magnifiquement tout ce parcours. On va appeler ça « déposer les pierres ». Imaginez un homme. Cet homme, il marche tout le temps avec un sac à dos sur les épaules. Un sac à dos rempli de pierres. Et chaque pierre, c'est une promesse silencieuse faite à sa famille. Je serai fort comme papa, je ne dois jamais pleurer, je dois réussir pour eux. Et puis, un jour, complètement épuisé par ce poids, il s'assied et il ouvre son sac. Et là, en regardant chaque pierre, une par une, il a une révélation. Un truc sidérant. Ces pierres, ce ne sont pas les siennes. Il ne les a jamais choisies. C'est la pierre de son père, celle de sa mère, celle de ses grands-parents. Alors, tout doucement, avec énormément de respect et d'amour, il commence à les sortir du sac, une par une. Et pour chaque pierre, il a un mot. « Papa, je t'aime, mais ce fardeau, ce n'est pas le mien. » Ce n'est pas un rejet, attention, c'est une restitution. Il rend à chacun ce qui lui appartient, avec gratitude. Et à la fin, le sac est vide. Et pour la première fois de sa vie, il se sent léger. Ses épaules sont droites, son souffle est ample, il est libre. Il est enfin lui-même. Il n'a pas trahi son histoire, bien au contraire. Il l'a honorée en choisissant de commencer la sienne. Et cette histoire, bien sûr, elle nous renvoie à une dernière question. Une question pour soi. Dans le sac à dos que l'on porte tous, par amour, par habitude, par devoir, quelle est la pierre, là, aujourd'hui, que l'on serait prêt à déposer, doucement, sur le bord du chemin ?